Ils nous appellent pays pauvres. Ils ont le culot de nous pointer du doigt et de dire « Regardez ces pays africains, incapables de se gouverner, incapables de produire, toujours en train de demander de l'aide. » Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi on nous qualifie de pauvres? T'es-tu demandé qui profite de cette pauvreté? Quand tu entends le mot « indépendance », qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Souveraineté, liberté, autonomie? Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire qui casse cette illusion. Parce que l'indépendance de nombreux pays africains a été, en réalité, un piège soigneusement construit pour maintenir l'exploitation, mais de manière plus discrète, plus cynique et surtout plus rentable pour les colonisateurs. Imagine un voleur qui entre chez toi, prend tout ce que tu possèdes, puis t'oblige à signer un contrat stipulant que tu continueras à le payer toute ta vie. Tu appelles ça la liberté. Entre 1958 et 1961, alors que le vent de la décolonisation balayait le continent africain, la France a choisi une stratégie différente. Au lieu de résister militairement comme en Algérie, elle a offert une indépendance conditionnelle à 14 pays africains. Mais ce n'était pas une vraie indépendance, c'était un piège. Ce piège portait un nom joli, Pacte pour la continuité, ou, sans hypocrisie, Pacte pour la poursuite de la colonisation. Oui, tu as bien entendu. La condition était simple et brutale, signer ce pacte ou pas d'indépendance. Beaucoup de dirigeants confrontés à des pressions internes, des menaces de coup d'État ou de chaos, n'ont pas vu d'autre option. Et ils ont signé. Mais le prix était énorme, et on le paie encore aujourd'hui. Tu crois que j'exagère? Regardons le contenu de ce pacte. Premier point hallucinant. 85% des réserves de change de ces pays devaient être déposées au Trésor français. Autrement dit, tu exportes cacao, café, coton, pétrole, uranium. L'argent part d'abord à Paris. Et si tu veux utiliser cet argent, il fallait soumettre ton budget national au ministère français des Finances pour approbation. Tu voulais utiliser plus de 20% de ton propre argent. Oublie. On ne te le donnait qu'en prêt, avec intérêt, ton propre argent. Réfléchis à ça. Qui accepterait un tel contrat aujourd'hui? Pourtant, beaucoup de ces pays vivent encore sous ce système, déguisé en coopération. Et pour verrouiller ce contrôle financier, ils ont créé le fameux CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Bien sûr, ils ont changé le nom plus tard pour redorer l'image, mais la logique est restée la même. Tu n'imprimes pas ta propre monnaie, tu ne définis pas ta politique monétaire. Qui décide? La Banque de France. Et pour ceux qui osaient contester, pour ceux qui essayaient de s'en libérer, il y a des exemples glaçants. Sylvanus Olympio, président du Togo, premier dirigeant africain, à dire « On n'a pas besoin de cette monnaie coloniale ». Qu'est-ce qui lui est arrivé? Assassiné lors d'un coup d'État conduit par des militaires formés par la France. Coïncidence? Et sais-tu qu'aujourd'hui encore, le CFA couvre plus d'une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest et centrale? Ça veut dire des millions d'Africains vivant sous un système monétaire défini par un pays étranger. Et on te dit, mais c'est bien parce que c'est stable. Stable pour qui? Pour l'investisseur français qui sait que les fonds sont garantis. Mais allons au-delà de l'argent. Parlons de ce qui fait vraiment tourner le monde. Les ressources, pétrole, or, diamants, uranium, coltan, bois précieux. Accord après accord a été signé pendant ces années d'indépendance conditionnelle pour garantir la priorité totale aux entreprises françaises. Dans les clauses en petits caractères, si on découvre du pétrole, la France a priorité. S'il y a des mines d'uranium, la France a le droit de les exploiter en premier. Ce n'est pas l'indépendance, c'est un contrat de vassalisation. Prenons l'exemple du Niger, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. La société française Orano ex-Areva exploite les mines depuis des décennies. L'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises vient de là. L'électricité de Paris en dépend, mais va à Niamey, la capitale du Niger. Combien de foyers ont une électricité fiable? Comment un pays qui fournit l'uranium pour éclairer Paris vit-il presque dans le noir? Ce n'est pas un accident, c'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Tu crois que le pillage s'arrête là? Bien sûr que non. Parlons de la présence militaire. Le pacte prévoyait des bases françaises permanentes, la formation des armées africaines, la vente d'armes exclusivement approuvée par la France, l'interdiction d'alliances militaires sans l'aval français. Et en cas de guerre, ta loyauté devait être exclusivement envers la France.
En d'autres termes, ils gardaient le pouvoir d'intervenir quand ils le voulaient, comme en Côte d'Ivoire en 2011, au Mali à plusieurs reprises ou au Tchad. Au nom de la stabilité, disait-il. Mais stabilité pour qui? Pour les intérêts français. Cette présence militaire ne sert pas seulement à contrer de vraies menaces. Elle sert à envoyer un message clair. N'essayez pas de changer les règles. Et qui payait, ou paie encore, pour cette présence? Bien souvent, le pays africain lui-même. Imagine, tu paies pour être surveillé. Et ce n'est pas fini. Le pacte imposait la langue officielle et d'enseignement. Français, évidemment. Pas question d'utiliser tes langues nationales dans l'enseignement supérieur, dans l'administration, dans les tribunaux. Résultat, une élite politique et administrative déconnectée des cultures locales, pensant en français, négociant en français, rêvant de l'approbation de Paris. Et on s'étonne encore quand on dit que ces anciennes colonies ressemblent à des extensions de la France. Ce contrôle culturel est l'un des piliers les plus puissants. Parce que si tu contrôles l'esprit, tu n'as plus besoin de chaînes aux pieds. Pendant ce temps, sur le plan économique, les entreprises françaises ont pris le contrôle des secteurs stratégiques, eau, électricité, ports, télécommunications. Dans de nombreuses capitales africaines, les plus grandes entreprises sont encore françaises. Et les tarifs, élevés. Les profits, envoyés à l'étranger. Tu t'es déjà demandé pourquoi les élites africaines acceptent de ça? Dans beaucoup de cas, elles ont été cooptées. Elles voyagent à Paris, elles y ont des comptes bancaires, elles signent des accords qui préservent leur statut, pendant que le peuple reste pauvre. Et quand le peuple se rebelle, coup d'État, intervention, sanctions, campagne de désinformation. Tu crois vraiment que tout ça c'est fini? Regarde ce qui s'est passé récemment au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Une vague de révolte populaire disant « ça suffit ». Des populations exigeant le départ des troupes françaises. Vouloir renégocier les contrats. Demander une monnaie souveraine. Et comment la France a réagi? D'abord des discours diplomatiques, puis des menaces, des sanctions économiques, et en coulisses, diviser pour mieux régner. Mais le monde change. Les peuples sont mieux informés. Les réseaux sociaux dévoilent ces systèmes. Et une nouvelle génération d'Africains refuse ces chaînes invisibles. Maintenant, je te demande, quels sont les vrais pays pauvres? Ceux qui ont des sols fertiles, du pétrole, des minerais stratégiques, une jeunesse nombreuse, une diversité culturelle immense, ou ceux qui s'enrichissent en pillant ces richesses? Peut-être qu'il est temps de redéfinir ce que veut dire riche et pauvre, et de redéfinir le sens du mot indépendance. Parce que si la France contrôle encore ton argent, ta monnaie, tes réserves, tes matières premières, ton armée, et même ton éducation, est-ce vraiment l'indépendance ou une colonie qui ne dit pas son nom? Je veux que tu réfléchisses à ça pendant que tu m'écoutes. Je ne suis pas là pour te donner des réponses toutes faites. Je suis là pour t'inviter à questionner. Parce que c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un peuple qui demande « Où va notre argent? Pourquoi nos ressources profitent à d'autres? Qui a signé ces accords? Qu'est-ce qu'on y gagne ?» Ils ne veulent pas que tu saches qu'à chaque 14 milliards investis en Afrique, ils en gagnent plus de 300. Ils ne veulent pas que tu comprennes qu'ils drainent plus de 500 milliards de dollars par an rien qu'avec ces systèmes bancaires. Et quand quelqu'un dénonce, ils essaient de le faire taire. Mais la vérité a un problème pour eux. Elle ne peut pas être enterrée pour toujours. Aujourd'hui, on est là pour la raconter, pour dire qu'on n'est pas pauvre par hasard, qu'on n'est pas incompétent par nature, qu'on n'est pas corrompu par ADN. On est les victimes d'un système fait pour ça. Un système qui a transformé l'indépendance en mensonge. Mais la bonne nouvelle, un système créé par des hommes peut être défait par des hommes. Et tout commence par la conscience, par l'information, par la volonté de changer. Tu m'as écouté jusqu'ici? Alors maintenant, avançons encore plus. Parce qu'il ne suffit pas de savoir comment on nous a enchaînés. Il faut aussi comprendre pourquoi ça dure encore et ce qu'on peut faire. Tu penses que tout ça est resté figé en 1960? Tu penses que ces accords honteux n'ont pas évolué? Non. Ils se sont transformés, raffinés, adaptés. Ils ont compris qu'un colonialisme brutal ne passait plus. Alors ils ont mis un nouveau maquillage. Ils ont rebaptisé le Pacte pour la continuité en accord de coopération. Le franc CFA, on l'a réformé pour donner l'illusion de souveraineté. Mais la logique, elle reste la même. Va regarder où vont les réserves de change. Observe qui fixe la politique monétaire.
Regarde quels secteurs clés restent aux mains de multinationales étrangères. Et pourtant, quelque chose est en train de craquer. Regarde le Sahel. Ces dernières années, les populations ne veulent plus fermer les yeux. Elles en ont marre de voir des soldats étrangers dans leurs rues, marre de crever de soif et de faim alors que leur sol regorge de richesses. Au Mali, la pression populaire a fini par exiger le départ des troupes françaises. Ce n'était pas un caprice d'un général, c'était un ras-le-bol collectif. Et la réponse? Sanctions, suspension de l'aide, menaces à peine voilées. Et le Niger? Encore plus révélateur. Un pays central pour l'uranium français. Là aussi, des voix ont dit « Pourquoi continuons-nous à enrichir Paris alors que nos enfants n'ont pas de lumière ?» Ils ont tenté de renégocier. Résultat? Isolement. Condamnation internationale. Mais la rue ne s'est pas tue. Au contraire, des milliers de personnes sont sorties, brûlant des drapeaux français, criant « Dehors !» Pas par haine aveugle, mais parce qu'elles n'acceptaient plus l'humiliation. Remarque bien, chaque fois qu'un pays essaie de reprendre le contrôle, la réponse est la même. Ce ne sont plus les canons et les baïonnettes, ce sont des sanctions économiques, la manipulation des médias, les pressions diplomatiques. Ils disent « on ne veut pas perdre d'influence ». Mais cette influence, elle veut dire quoi? Qui en profite? Pendant que les peuples se battent pour récupérer leur dignité, d'autres puissances flairent l'occasion. La Chine, par exemple, arrive avec ses chantiers, ses ponts, ses routes, ses barrages. En échange de quoi? De ressources naturelles. Moins de leçons de morale, c'est vrai. Mais est-ce vraiment un partenariat équitable? La Russie, de son côté, joue la carte du « on ne vous juge pas » et propose soutien militaire et diplomatique. Mais là encore, qu'est-ce qu'on y gagne? La Turquie, les Émirats, même l'Inde, tout le monde se presse. Et l'Afrique? Elle risque encore de n'être qu'un échiquier, un terrain de jeu où les grandes puissances s'affrontent, sans se soucier des peuples. Voilà la vraie question. Allons-nous changer de maître ou choisir enfin de n'en avoir aucun? Parce que c'est ça la vraie indépendance. Beaucoup aiment accuser l'Occident, et ils ont raison de pointer l'exploitation. Mais il faut aussi avoir le courage de regarder nos propres élites, des dirigeants qui signent des contrats honteux, qui vont quémander des prêts à Paris ou à Pékin tout en oubliant leurs citoyens, qui accumulent des comptes en Suisse alors que leurs hôpitaux n'ont pas de médicaments. Soyons honnêtes, le pillage n'a pas lieu sans complicité locale, mais ce système a été pensé pour ça. Diviser, corrompre, fragiliser. On nous fait croire que c'est la faute de la nature si on est pauvre, qu'on est trop nombreux, qu'on est trop corrompu. Non. Nous sommes pauvres parce que notre richesse est volée, parce que nos économies ont été construites pour servir d'autres, parce qu'on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais est-ce vraiment le cas? Réfléchis. Pourquoi exporter du coton brut si on peut le filer et le tisser nous-mêmes? Pourquoi vendre le pétrole brut si on peut le raffiner chez nous? Pourquoi dépendre de la Banque de France pour émettre notre monnaie? Pourquoi signer des accords commerciaux qui nous ruinent? Pourquoi laisser nos ports, nos aéroports, nos réseaux électriques aux mains d'entreprises étrangères? Et surtout, pourquoi laisser notre histoire être écrite par d'autres? Parce que ça aussi, c'est une arme. On nous enseigne à admirer Paris et à mépriser Bamako, à rêver de Londres et à tourner le dos à Lagos, à croire qu'on n'a rien à apprendre de Kinshasa ou de Dakar. Cette colonisation mentale est plus tenace que les chaînes de fer. C'est pour ça qu'ils tiennent tant à contrôler l'éducation, les médias, les récits officiels, parce qu'un peuple qui ignore son histoire est un peuple qu'on peut manipuler. Mais ça change. Regarde les mouvements de jeunes, des artistes, des rappeurs, des écrivains, des youtubeurs qui dénoncent, qui racontent autrement. Regarde les pays qui expulsent des bases militaires étrangères. Regarde ceux qui parlent de créer une monnaie régionale vraiment africaine. Rien n'est facile, tout est compliqué. Les intérêts en jeu sont énormes. Mais il y a un réveil, et ce réveil commence par des questions. Sommes-nous prêts à payer le prix de la liberté? Pas seulement chasser un drapeau pour le remplacer par un autre, mais changer le système, taxer les multinationales, nationaliser les secteurs stratégiques si besoin, former nos propres ingénieurs, médecins, enseignants, investir dans notre agriculture au lieu de dépendre des importations, enseigner nos langues, notre histoire, nos héros, nos erreurs aussi. Ce ne sera pas rapide, ni sans douleur, mais c'est ça ou continuer à tendre la main en suppliant.
Tu veux ça pour tes enfants? Moi non, ils diront, c'est irréaliste. Mais réaliste pour qui? Pour ceux qui veulent continuer à acheter ton cacao au prix le plus bas? Ton uranium pour éclairer leur ville pendant que tu restes dans le noir? Ils diront, vous n'êtes pas prêts. Prêts pourquoi? Pour rester colonisés? La vérité, c'est qu'on ne le sera jamais si on attend leur permission. Alors il faut commencer par parler, par partager, par dénoncer, par apprendre, par bâtir ensemble. Ce n'est pas une bataille d'un jour, c'est une lutte de générations. Mais chaque génération a son rôle. La nôtre? Briser le silence, refuser le mensonge. Rappeler à nos frères et sœurs, on n'est pas condamné à rester pauvre. On n'est pas condamné à être divisé. On n'est pas condamné à être dominé. On peut choisir un autre chemin, plus dur, mais plus digne. Un chemin qui nous appartient. Et toi, quel chemin veux-tu? Parce que l'Afrique ne changera pas sans toi. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu veux comprendre. Alors ne garde pas ça pour toi. Commente, partage cette vidéo. Abonne-toi à Résistance africaine. Ici, on ne vend pas des illusions. On offre ce qu'ils redoutent le plus, la conscience. Ensemble, on peut ouvrir les yeux. Et quand un peuple ouvre les yeux, il devient ingouvernable pour ceux qui veulent l'asservir.